De la même manière, l'aménagement du territoire, c'est pas juste un problème technique. On sait faire des voitures électriques depuis longtemps. On sait faire des voitures à hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de voitures à hydrogène très peu qui circulent? Parce qu'on n'a pas les infrastructures pour qu'il y ait des réserves d'hydrogène un peu partout en France, de manière que vous puissiez recharger en hydrogène votre voiture en hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Il y a des tas de raisons, entre autres liées au fait que l'État prend pas ses responsabilités et ne fait pas le travail qu'on l'est, mais aussi parce que ça demande de repenser entièrement l'aménagement du territoire français. Et ça, c'est pas juste un problème technique, c'est un problème politique. Dans un contexte où le territoire français vit une métropolisation grandissante, c'est-à-dire que toutes les ressources économiques, financières, politiques, intellectuelles, médiatiques sont focalisées entièrement sur les grandes métropoles. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec le secrétariat général du gouvernement sur le thème: doit-on continuer la métropolisation du territoire français ou bien faut-il l'interrompre? Et si on interrompt, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réinvestit les déserts français que sont la Corrèze, la Creuse, etc. Énorme sujet. Et vous voyez bien que là, ce n'est pas un sujet purement technique. Il y a de la technique dedans, il n'y a pas que de technique. On a besoin pour ça des économistes, des journalistes, des politologues, etc., des architectes. Et puis, deuxième aspect, il y a un techno-optimisme qui nous aveugle. Ce n'est pas votre cas, monsieur, mais il y a des gens qui sont pris d'un techno-optimisme et qui se disent: la technique nous sauvera quoi qu'il arrive, donc soyons optimistes. Alors, je suis très optimiste, c'est sûr, mais ce que je dis, c'est que la technique elle-même ne suffit pas. Je donne deux exemples. La faune halieutique, je vous ai dit tout à l'heure que si on continue, les océanologues nous préviennent qu'il n'y aura plus de poissons, des grands pélagiens, c'est-à-dire les poissons que nous consommons, entre 2040 et 2050. Il restera des poissons dans les océans, mais c'est des poissons des fonds abyssaux qui ont 3000 mètres d'eau sur la tête, donc ils sont très denses, très plats, non comestibles. Le reste, il y aura des méduses, puisque à mesure que les poissons disparaissent, les méduses prennent la place. Question, est-ce qu'on veut vivre dans une planète où les océans sont vides et remplis de méduses? Alors, j'ai un certain nombre de camarades économistes qui me disent: mais en fait, Gaël, tu vois toujours le verre à moitié vide. En réalité, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça va nous obliger à faire de la pisciculture, comme les paysans guinéens. Et la pisciculture, c'est excellent pour le PIB. Donc, ça va créer des emplois, faire du PIB, où est le problème? Question, est-ce qu'on veut vivre dans une planète où il n'y a plus de poissons dans l'océan et que des poissons dans les étangs dont on se nourrit via la pisciculture? C'est une vraie question, c'est pas une question technique. Et puis, deuxième exemple, encore plus dramatique, la disparition des abeilles. Vous savez que la manière dont nous pratiquons l'agriculture aujourd'hui décime les abeilles. Nous sommes prévenus qu'un jour ou l'autre, si on continue, il n'y aura plus d'abeilles. S'il n'y a plus de pollinisateurs, on sait qu'il n'y a plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'humanité. J'ai un certain nombre de camarades aussi qui me disent: mais Gaël, en fait, tu sais, la disparition des abeilles, ça va nous obliger à construire des petits robots, c'est là la solution technique, des petits drones avec des bras mécaniques qui vont aller polliniser mécaniquement. Et ça crée des emplois, c'est excellent pour le PIB, il faut avoir confiance dans la technique. Ma réponse par rapport à ceci, c'est: ça, je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce que pour avoir ces machines, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de minerais. Des robots, ça suppose de l'énergie et des minerais. Or, c'est justement ce qui va nous manquer dans les années qui viennent. Nous n'avons pas une quantité infinie d'énergie à notre disposition. Et l'énergie coûte cher à acquérir en énergie. Ce qu'on appelle l'EROI, l'Energy Return on Investment, la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour avoir de l'énergie, augmente énormément. Donc, il faut arrêter de s'imaginer que l'énergie, c'est une donnée gratuite, en quantité infinie, disponible. Voilà. Les minerais, c'est la même chose. Et donc, ça permet de répondre aussi en partie à la deuxième question, qui est, je ne crois pas du tout à un monde peuplé de robots dans les années qui viennent. Peut-être que la Californie arrivera à un stade où il y aura des robots partout. Mais il n'y aura que la Californie. Pour le reste du monde, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. En tout cas, en Chine aujourd'hui, dans les campagnes pauvres chinoises, où il n'y a plus d'abeilles, ce n'est pas des drones qui pollinisent à la main, ce sont les femmes rurales pauvres. Pourquoi? Parce que vous, mesdames, pour faire des travaux très pénibles, il faut beaucoup de patience, beaucoup de minutie et beaucoup d'adresse manuelle, vous êtes nettement meilleurs que nous, les hommes. Donc la question que ça pose, c'est: mesdames, voulez-vous vivre dans une planète où il n'y a plus de poissons dans les océans et où les femmes rurales pauvres pollinisent à la main pour que les hommes aient à manger? C'est une vraie question. Voilà, je dis ça un peu sur le mode de la provocation, mais vous voyez, c'est pour vous faire sentir qu'il y a un techno-optimisme, à mon avis, qui nous empêche de prendre la mesure de la gravité du sujet
et dont il faut se déprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas investir énormément dans l'innovation technologique pour réussir à faire la transition écologique et vous adapter aux dérèglements climatiques, évidemment. Hein, vous comprenez bien comment là je suis situé. J'en profite pour ajouter un mot sur la géo-ingénierie, qui n'était pas votre question, monsieur, mais j'en profite parce qu'elle est associée à la question de la technique. Vous avez un certain nombre de fous furieux, notamment en Californie, qui s'imaginent que ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple pulvériser du soufre dans l'atmosphère pour refroidir le climat. L'idée provient de ce qui se passe lors des éruptions volcaniques. Vous savez que les volcans émettent des particules de soufre, et c'est vrai qu'on a des exemples dans l'histoire de volcans, de gros volcans, par exemple en Indonésie, qui, lors d'une éruption, ont réussi à refroidir le climat global de la planète de 0,5 degrés pendant quelques années, grâce aux nuages de soufre qu'ils ont émis dans l'atmosphère. D'où l'idée de pulvériser du soufre de manière artificielle, de jouer le rôle d'un volcan, pour refroidir le climat. Cette idée-là est criminelle, pour deux raisons. La première, c'est que le soufre est soumis à la gravitation, comme tout ce qui a une masse, et donc ce soufre-là que nous pulvérisons dans l'atmosphère finira tôt ou tard par descendre sur Terre. Imaginez qu'il atterrisse en Chine et que les Chinois ne sont pas du tout contents d'avoir des nuages de soufre qui leur arrivent sur la tête. Ça, c'est la Troisième Guerre mondiale, si on fait ça. Caricature, mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu politique et diplomatique qui est phénoménal. Et à partir du moment où vous crachez du soufre dans l'atmosphère, c'est comme le nuage de Tchernobyl, personne ne sait où il va s'arrêter. Donc on ne peut juste pas faire ça. Et puis deuxièmement, le refroidissement qu'on pourrait gagner grâce à la pulvérisation du soufre est tel que si un jour on s'arrête d'émettre du soufre, le soufre va descendre, il n'y aura plus de soufre dans l'atmosphère. Admettons que grâce au nuage de soufre qu'on aura produit artificiellement, on ait réussi à gagner, je dis n'importe quoi, 1,5 degré pendant X années. Le jour où on s'arrête, c'est pas comme si le climat allait repartir du point où nous en sommes. Nous allons regagner le 1,5 degré en quelques mois. Et au lieu de le gagner en quelques dizaines d'années, on va le gagner en quelques mois, et ça c'est l'apocalypse. Dit autrement, à partir du moment où on commence à pulvériser du soufre dans l'atmosphère, on ne peut plus s'arrêter. Parce que si on s'arrête, c'est l'apocalypse. Or, du soufre, on en a en quantité finie sur la Terre. Donc comment voulez-vous engager la totalité de l'histoire de l'humanité avec un processus qui exige des ressources non renouvelables et que vous ne pouvez plus arrêter quand vous recommencez? C'est juste irresponsable. Donc, la pulvérisation du soufre dans l'atmosphère, ce n'est pas la peine d'y penser. Il faut arrêter tout de suite ce genre de délire extrêmement dangereux. Vous voyez? Voilà. Le travail comme commun et les robots. Donc les robots, je vous l'ai dit, je sais bien qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle en 2017 qui a dit c'est la fin du travail, les robots vont nous remplacer. Je peux me tromper, mais je ne prends pas une demi-minute à cause de la raréfaction des ressources minières et de l'énergie. Parce que des robots, ce n'est pas quelque chose d'immatériel, c'est un besoin d'énergie et de ressources minières pour fonctionner. Et que si on veut s'en sortir, l'avenir c'est pas du tout ça, c'est du low-tech. Les robots, c'est pas spécialement du low-tech. Me semble-t-il. Après, ça pose quand même une question, c'est comment organise-t-on le travail comme commun? Ça suppose que le travail soit plus considéré comme une marchandise privée. Et là, je crois qu'il y a une énorme réflexion à avoir pour nous, économistes, sur la manière dont nous organisons les relations de travail dans une entreprise. Alors, par exemple, tout le débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur la loi Pacte et sur la redéfinition de l'article 1832 et l'article 1833 du Code civil sur l'entreprise allait un tout petit peu dans cette direction, un tout petit peu. Puisque la question qui est posée, c'est qui est le propriétaire de l'entreprise? Et donc du travail qui est fourni dans l'entreprise. Est-ce que c'est les propriétaires pour une société des capitaux de la société? Les propriétaires des capitaux sont les propriétaires des capitaux, ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. L'entreprise, c'est un projet collectif, et j'oserais dire c'est un commun, qui met ensemble les intelligences et les énergies de toute une série de gens, les parties prenantes, et qui permet de fournir un travail dont on espère qu'il sert le bien commun. Oui. Mais les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l'entreprise. Si on veut honorer ça, il faut réviser les articles du Code civil qui définissent la société, qui ne définissent pas l'entreprise, et qui ne définissent pas l'entreprise comme un projet collectif visant l'utilité sociale. Ça n'est pas ce que nous avons fait, malheureusement. Donc la révision, on la voit pas, à mon avis, ne va pas du tout assez loin. Mais la réflexion qui a été engagée à cette occasion, à mon avis, va dans le bon sens. Après, vous nous avez dit, quelqu'un a dit, je ne sais plus, il faudrait qu'on ait une réflexion chrétienne, juive et musulmane là-dessus. Alors, je ne peux pas parler pour la communauté juive et pour la communauté musulmane, je peux parler que pour la communauté chrétienne, et là-dessus, je vais dire un mot. Je crois que la question des communs
rejoint très très fondamentalement la tradition chrétienne. Historiquement, les communs, ça provient du droit romain, de ce qu'on appelait la res communis, dans le droit romain. Donc, le droit romain connaît au moins 4 types de biens, comme le nostrum, mais ce n'est pas exactement les mêmes. La res publica, la chose publique, les choses privées, la res communis, la chose commune, et la res nullius, la chose qui n'appartient à personne. Alors la res nullius, c'est quelque chose qui peut être approprié, mais dont il se trouve qu'elle n'a pas de propriétaire. Par exemple, vous élevez des moutons, puis votre brebis s'échappe, vous sentez une brebis perdue, et puis elle va se balader dans la nature, et vous n'en êtes plus propriétaire parce que vous la maîtrisez plus. Quelqu'un qui met la main sur cette brebis devient propriétaire de la brebis. Ça, c'est une res nullius pour les Romains. La res communis, c'est autre chose, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et que personne n'a le droit de s'approprier à titre privatif, parce que ça appartient à tout le monde. Donc la res nullius, en fait, tout le monde peut en devenir le propriétaire. La res communis, personne ne peut en devenir le propriétaire. Pour les Romains, 4 exemples classiques de res communis, c'est la plage, l'accès à la mer, l'eau de la mer, je crois à l'air qu'on respire, puis je vais quatrième, peut-être c'est la pluie. Voilà. Pour les Romains, c'était ça les res communis. C'est là-dedans que nous avons un terreau juridique qui nous permet de définir les biens communs aujourd'hui. Le droit romain a été redécouvert par des théologiens et des juristes médiévaux au XIe siècle, à la faveur de la réforme grégorienne. C'est le code de Justinien. A été entièrement réécrit par des théologiens médiévaux chrétiens, à travers le droit canon. Le droit canon lui-même a été copié par les États, et ça a donné le droit civique des États. Donc, je présente des excuses à tous les anticléricaux laïcards dans cette salle s'il y en a. Le droit civil de nos États est copié sur le droit canon de l'Église. Le premier État moderne européen, c'est l'Église. Fort heureusement, l'Église a lâché une partie des prérogatives qu'elle s'était elle-même accordées à la faveur de la réforme grégorienne pour permettre aux États d'exister. Je ne suis pas du tout en train de faire un plaidoyer pour une réabsorption de la sphère sociale dans l'Église. Pas du tout. Mais c'est pour vous dire que, en fait, nos catégories juridiques, et y compris la manière dont les juristes aujourd'hui comprennent la chose commune, la chose qui n'appartient à personne, la res nullius, la chose privée et la chose publique, proviennent essentiellement du travail des théologiens chrétiens des 11e, 12e et 13e siècles. Et notamment des décrétages de Gratien, pour ceux qui connaissent. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la théologie sous-jacente de ce droit-là. Parce que sinon, nous sommes comme les ventriloques, nous faisons de la théologie à notre insu. Et les juristes un peu cultivés, vous le reconnaîtront volontiers, lisez par exemple ce qu'écrit un grand anthropologue du droit, Alain Choupiot, professeur au Collège de France, sur le droit aujourd'hui. Vous verrez qu'en fait, il explique que l'essentiel du droit moderne occidental provient de la réflexion théologique des théologiens du XIXe siècle. Lisez ce qu'a écrit Pierre Legendre, un grand historien du droit à l'école pratique des études, c'est la même chose. Donc ceci pour dire que la tradition chrétienne a des titres de noblesse à faire valoir dans son interprétation et sa compréhension des communs. En plus de ça, et je vais m'arrêter là sur cette question, pour ceux qui connaissent, dans le livre des Actes des Apôtres, la deuxième partie de l'œuvre de Saint Luc, l'évangéliste, vous savez que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, et qu'en fait on devrait lire ensemble l'Évangile de Luc et les Actes, et c'est un seul et même livre. Dans les Actes, vous avez une petite description, acte 2 et acte 3, de la première communauté chrétienne, ce qu'on appelle, quand on est pédant, l'Ecclesia Primitiva, première église. Et on entend, personne ne gardait quoi que ce soit pour lui-même, et ils mettaient tous en commun. Ils mettaient tous en commun. Donc la description qui nous est faite de la première église chrétienne, c'est que l'église a fait la communauté chrétienne, mais tout en commun. Et vous avez d'ailleurs un petit épisode que vous connaissez sûrement, de deux lascars dans la communauté, qui mettent un peu de côté. Ils ne disent pas trop. Et c'est tellement grave qu'ils sont pulvérisés par le bon Dieu instantanément. C'est très grave. Donc la communauté chrétienne qui a rédigé les actes estime que la privatisation saugrenue, c'est très très grave. C'est aussi grave que Hérode qui se fait passer pour Dieu à la fin des actes, qui trône, qui s'assoit sur son trône et qui attend l'acclamation du peuple romain, qui doit l'acclamer comme Dieu. Lui aussi, il est foudroyé instantanément. Donc, le totalitarisme politique des chefs d'État qui s'exemptent d'avoir à obéir au droit et qui se prennent pour Dieu, c'est aussi grave que la privatisation tous azimuts des ressources de la communauté.
Donc je crois que la tradition chrétienne a des choses à dire sur les biens communs. Voilà. Alors, j'avance, excusez-moi, sur les questions. Le pluralisme monétaire, il y a des exemples où ça ne marche pas, évidemment. Si toutes les monnaies sont très fragiles, ça ne sauve pas le pays. L'intérêt au Moyen-Âge, et c'est Bernard Guetta, qui était un économiste belge, qui était le grand spécialiste de ces questions, qui malheureusement vient de mourir il y a quelques mois. La force au Moyen-Âge, c'est que vous aviez différents types de monnaies émises par différentes institutions, et ça permettait à nos ancêtres européens de troquer une monnaie comme une autre, via la loi des achats, quand une monnaie avait main. C'est exactement ce qui se passe, ce que j'ai déjà dit, hein, dans les pays qui sont en grande difficulté monétaire, où on invente des monnaies locales pour s'en sortir. Ça ne veut pas dire que ce soit la panacée. Et évidemment, on peut faire des monnaies locales qui ne marchent pas. On peut avoir un pluralisme monétaire qui ne marche pas. Je n'ai pas dit que c'était la panacée automatique. D'ailleurs, là-dessus, juste une remarque pour ceux que ce sujet intéresse. Il y a 1000 façons d'organiser une monnaie locale. Vous avez des monnaies fondantes, des monnaies pas fondantes, etc., etc. Et toutes ne marchent pas bien de la même façon. Donc c'est un vrai sujet institutionnel, très très intéressant, sur lequel un certain nombre d'économistes travaillent, qui est quelles sont les règles d'organisation d'une monnaie locale qui marche. Et ce n'est pas du tout un sujet trivial. Simplement, vous voyez bien que nous, économistes, ça nous oblige à déplacer notre regard. On est très habitué à calculer le PIB, l'inflation, le taux de chômage, etc. On est beaucoup moins habitué à étudier les règles institutionnelles de gestion d'une ressource comme la monnaie. Or, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous. Alors, question de Francis. Juste un mot sur les biens publics globaux. La communauté internationale et l'AFD aussi, bien sûr. Et Jean-Michel Severino, grand directeur général de l'AFD au début des années 2000, a beaucoup poussé dans ces directions, a beaucoup fait la promotion des biens publics mondiaux, globaux. Et je crois que c'était très juste, c'était très pertinent. Mais je crois qu'en fait, on voulait parler des biens communs mondiaux, déjà à l'époque. Parce que si on conserve avec rigueur la taxonomie que vous avez décrite au début, un bien public mondial, ce serait un bien qui serait géré par un État mondial. Donc ça, heureusement, c'est pas le cas. Et donc, le concept de biens communs mondiaux, global, nous oblige à penser l'interaction de toute une série d'objets institutionnels que sont les États entre eux, les ONG, la société civile, le secteur privé, etc. Ce qui pose d'ailleurs pour les juristes aujourd'hui un énorme problème qui est comment organiser du droit transnational qui permette d'imaginer ces institutions qui gèrent les biens communs globaux. Alors je ne suis pas juriste, c'est Martin dans la salle, je suis beaucoup plus compétent que moi, et ce que je comprends c'est que le droit transnational est un énorme sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en gros, si je comprends bien, les juristes me corrigeront, au niveau, si on sort de l'état souverain, on n'a que deux mondes juridiques possibles. On a le droit international du type onusien, qui va très mal aujourd'hui, c'est ce qu'en gros personne ne respecte. Et on a la lex mercatoria, c'est-à-dire le droit des affaires. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est d'inventer autre chose, un autre type de droit transnational, qui permette de respecter les ressources naturelles, qui permette de respecter le travail comme commun, etc. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, ça s'invente petit à petit, donc vous savez que vous avez une jurisprudence qui est en train de monter aujourd'hui, vous avez des villes, des États, qui accordent des droits, par exemple, à des sujets de droit comme une rivière, comme une montagne. Ça ne s'impose pas forcément au niveau national, ça ne s'impose encore moins au niveau international, mais ça fait jurisprudence. Et ça permet à d'autres organes juridiques, dans d'autres pays, de s'appuyer sur l'expérience de tel ou tel juge qui a accordé des droits à un sujet de droit qui s'appelle une rivière, par exemple, pour faire la même chose dans son pays. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de créer du droit au niveau international, absolument fascinante, puisque ça veut dire qu'il y a des sources de normativité juridique qui ne proviennent plus seulement de l'État, mais qui proviennent d'une jurisprudence diffuse, polycentrique, à la faveur des différentes décisions juridiques qui sont prises par des juges dans les pays. Et ça, c'est absolument fondamental, ça nous fait sortir d'un autre héritage de la réforme grégorienne. Pour une fois, je vais critiquer mon Église, parce que dans la réforme grégorienne, il y avait un axiome qui a été adopté par tout le monde, qui est il y a un monologisme du droit, il y a une source unique de la normativité juridique, qui, pour le pape Grégoire VII, était l'Église, évidemment, et puis ensuite, pour chaque État souverain, il dit l'État. Et nous autres Français, qui avons une grande tradition du droit civiliste républicain, nous avons l'habitude de réfléchir en termes de la seule source de normativité juridique, c'est l'État. Voilà. Ce que la communauté internationale est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que non, il y a un moyen de faire du droit autrement.
horizontale, à la faveur d'une jurisprudence qui s'invente à tâtons, évidemment, et qui est beaucoup plus efficace que ce que l'État peut faire. Contre-exemple, vous savez que, par exemple, l'Équateur a inscrit dans sa constitution la nature comme sujet de droit, en lui donnant tout de suite ses droits comme à une personnalité morale, comme l'État, par exemple. Sauf qu'en fait, on voit que ça ne marche pas du tout, puisque ça n'a pas du tout force de loi, et ça ne permet pas sur le terrain de protéger les ressources naturelles. Et donc, les décisions décentralisées qui sont prises par les juges locaux qui donnent des droits à un écosystème donné, un fleuve, avec la tribu indigène qui s'occupe de ce fleuve, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est un exemple qui montre que, eh bien, il y a des situations où si c'est l'État qui légifère, ça ne marche pas, même au niveau du droit constitutionnel, qui est quand même ce qu'on a le plus élevé, le plus fort en termes de normativité juridique, alors que si c'est décentralisé, ça marche beaucoup. Vous voyez? Et là, alors les villes en transition font exactement la même chose, bien sûr. Il y a une inventivité qui se crée aujourd'hui au niveau des villes en transition, à la fois en termes juridiques, et puis en termes de pratiques de sauvetage des écosystèmes, etc., qui était sans doute beaucoup plus puissante que ce qui peut s'inventer au niveau des États. Sur le traité de démocratisation européen, je suis en désaccord avec mon camarade Piketty. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en débattre ici, c'est pas la soirée. Disons, on pourrait dire, moi il me semble qu'il y a un certain nombre de réformes à faire pour aider à démocratiser les institutions communautaires. Celle que je vois de ma fenêtre à moi, c'est renforcer le Parlement dans sa position d'originateur possible de la loi. Pendant des années, la Commission européenne était le seul organe communautaire qui avait l'initiative législative, ce qui me semblait une aberration politique. C'est évident qu'il faut absolument que le Parlement européen ait le droit d'initiative législative. Aujourd'hui, il l'a. Il n'a pas tout à fait la compétence et les moyens de l'assumer complètement. Et je suis pas loin de penser qu'il faudrait qu'il en ait le monopole. Je vois toujours pas très bien pourquoi la Commission européenne aurait une initiative législative. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument inféoder la Banque Centrale Européenne à un organe politique qui lui donne des instructions pour que ce que je vous ai raconté à propos de la Grèce ne puisse pas se reproduire. Ça me semble un début de démocratie très très violent. L'énorme question que ça pose, c'est quel est l'organe politique qui peut parler et faire face à la BCE. Aujourd'hui, il n'y a que le Parlement européen. Et ça suppose de redéfinir le statut de la BCE pour qu'elle soit assujettie au Parlement européen. Et puis troisièmement, le Conseil de l'Europe se réunit aujourd'hui entièrement à huis clos. Le Conseil européen, oui. Nous ne savons absolument pas ce qui se décide. Et malheureusement, c'est une occasion extraordinaire pour un certain nombre de nos politiques pour jouer à un jeu malsain qui consiste, lorsqu'il a obtenu ce qu'il voulait, à revenir à Paris en disant quand même je suis très fort, j'ai obtenu les 27 ou les 28 ce qu'il voulait. Et quand il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, revenir en disant c'est pas de ma faute, c'est les Allemands qui n'ont pas voulu. C'est un jeu très malsain qui contribue évidemment au désamour des Français et des Européens pour les institutions européennes. Je crois qu'il faudrait, pour la démocratie européenne, que l'on rende transparent les débats qui ont lieu aujourd'hui avec le Conseil de l'Europe. J'entends bien, c'est l'objection qui m'est faite, on ne peut pas le faire pour tout et que par exemple il y a des enjeux de stratégie militaire qui ne peuvent pas être rendus publics. Ok, très bien. Ces discussions-là, on les conserve avec toutes les autres, je ne vois pas très bien pourquoi elles sont évites. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la démocratie européenne si elles étaient transparentes et si les élus étaient obligés de rendre compte auprès de nos concitoyens de ce qu'ils ont négocié dans le Conseil de l'Europe. Voilà. Je peux prendre une autre série de questions maintenant. Malheureusement, d'ici l'état, on va devoir conclure ce moment d'échange et c'est la fin également de cette conférence d'actualité économique, malheureusement. Au nom de la faculté et de l'équipe d'organisation, on souhaite vraiment vous remercier. Monsieur Giraud, ce fut un réel plaisir de vous recevoir au sein de votre comité. Aussi remercier le personnel pédagogique, administratif ainsi que l'OMEC, l'association des masters en éco et en gestion, et le docteur Barbie Rochard pour son soutien. On espère que cette conférence vous aura plu et qu'elle aura pu provoquer et renforcer votre intérêt pour ces problématiques. On vous serait reconnaissant de répondre au questionnaire de satisfaction et on attend les masters APE en bas tout de suite. Merci encore.